Bienvenue, nous sommes toujours au cœur de cette édition 2018 d'Immotissimo, ce fameux salon de l'immobilier à Lille. Et nous apprenons à chaque fois plein de choses et nous allons parler de la location meublée. Est-ce l'Eldorado fiscal? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans un instant grâce à Marie-Laure Bénéat. Bonjour. Bonjour. Enfin, rebonjour, parce que c'est déjà la troisième fois qu'on se voit ici et on va encore se voir pour d'autres sujets. Là, ça va être sur la location meublée. Avant cela, on va rappeler pour ceux qui vous découvrent à l'instant qui vous êtes. Vous êtes directeur général délégué de la Banque Postale Immobilier Conseil. Quel est l'investissement de la Banque Postale dans l'immobilier? Alors, la Banque Postale Immobilier Conseil, c'est la filiale de la Banque Postale qui est destinée à commercialiser les produits immobiliers pour ses clients patrimoniaux. Et ces clients patrimoniaux sont conséquents, hein. La Banque Postale, c'est 21 millions de clients, 1 million de clients qui sont définis comme étant patrimoniaux. Donc, on sait qu'on a un fonds de commerce à pouvoir travailler. Et l'immobilier fait évidemment partie de l'allocation d'actifs aujourd'hui pour un placement diversifié. Et ici, dans le Hauts-de-France, de quelle manière est-ce que la Banque Postale Immobilier Conseil s'organise? Alors, la Banque Postale Immobilier Conseil a un représentant local et qui, du coup, s'occupe de pouvoir recevoir les clients qui ont été découverts par le réseau de la Banque Postale, donc tous les conseillers dans les bureaux de poste qui vont détecter l'appétence à l'immobilier et ensuite le faire rencontrer donc Guillaume, Qui n'est pas loin. qui n'est pas loin. Il se cache, il est juste derrière les caméras pour pas on l'invite à venir sur le plateau, mais on ne sait jamais, on pourrait à un moment donné, voilà, ce qu'ils viennent ici sur ce plateau nous parler de la location meublée parce qu'il aurait des choses à dire. Absolument. Aussi. Donc lui, c'est le spécialiste, du coup, c'est l'interlocuteur unique pour parler de l'immobilier et des dispositifs et du panel des dispositifs fiscaux qui sont proposés par la filiale. Mais pour le coup, c'est vous qui allez vous prêter au jeu de l'interview. Exactement. À commencer par cette définition de la location meublée. Ça veut dire quoi? Alors, la location meublée, en fait, déjà, on en parle depuis assez récemment. On avait coutume de parler de la location nue et donc de l'investissement classique en résidentiel. Mais à la faveur de la venue de nouveaux modes de location, et sans le citer, mais donc le grand Airbnb ou toutes les plateformes en fait, de mise en relation directe de locataires ou de saisonniers. Enfin, on est dans de la para-hôtellerie. Ouais, on est sur du client. Exactement. Et donc, du coup, ça change la définition de la nature de la location meublée et qui, pas à pas, commence à avoir des définitions qui vont devenir distinctes en fonction de la nature du produit dont on parle. Et c'est un petit peu le sujet que je voulais préciser aujourd'hui pour qu'on puisse distinguer ce qui relève de la location saisonnière et donc de nature style Airbnb, de la location meublée d'habitation, de la location meublée en résidence-service, sujet qu'on a évoqué plus précisément tout à l'heure, mais sur lequel, du coup, je remets en perspective par rapport à ces deux autres types de location meublée. Oui, c'est vrai que le Airbnb, c'est le nom un peu phare, parce que c'est peut-être un peu grâce à ce système qu'on a connu, la location meublée. Absolument. Mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, est-ce que c'est simple de remplir les conditions pour bénéficier de ce régime? Alors, de fait, non. Et c'est ce qui est apparu d'ailleurs quand on taxe Airbnb de faire de la concurrence ou à l'hôtellerie ou à la location classique. Alors, c'est particulièrement vrai dans les grandes métropoles, donc à Paris, oui, mais certainement à Lille également. Et donc, c'est important de savoir que la location meublée est par nature commerciale. Et donc, dans votre règlement de copropriété, de façon générique, toute activité commerciale est soumise à une autorisation préalable. Et donc déjà, avant de se lancer à vouloir se dire je vais faire de la location meublée style Airbnb, déjà la première recommandation est de s'assurer qu'on a la possibilité de le faire. Et si ce n'est pas le cas, il faut demander une autorisation. Et c'est une autorisation administrative, donc qui n'est pas forcément simple à obtenir. D'accord, c'est par quel biais? Alors, c'est à la préfecture où on doit faire une demande pour pouvoir obtenir l'autorisation. Donc, déjà, la démarche en tant que telle n'est pas forcément, enfin, ne se fait pas d'elle-même et on ne peut pas s'improviser comme ça de pouvoir le faire, si ce n'est avoir des problèmes aussi avec sa copropriété. Oui, c'est surtout pas de l'improvisation. Mais on le comprend en fait par la nature du produit. Le produit Airbnb, c'est du para-hôtelier par nature, donc on va avoir une rotation des occupants quasi journalière et donc une gêne qui va être occasionnée au sein de la copropriété. Donc de fait, on n'est pas dans l'usage classique d'habitation d'un immeuble. Donc c'est en ça où il faut aussi distinguer ce type de location avec la location meublée, mais
à usage d'habitation principale, ce qui est aussi possible et qui, pour le coup, ne nécessite pas ce type de démarche préalable D'accord. et Si qui on va veut, bénéficier du régime fiscal. si on veut faire, par exemple, de l'investissement locatif dans le cadre d'une location meublée. Absolument. Et là, dans un cadre classique, j'achète un appartement dans l'ancien que je rénove et que j'aménage pour pouvoir le louer meublé. Et donc là, il y a un bail spécifique qui est lié à la nature meublée du bien. Et donc ça va être un bail d'1 an, mais avec une destination du coup d'habitation principale du locataire. D'accord. Différent du bail commercial. Différent du bail commercial, c'est un bail d'habitation, donc avec les mêmes clauses, mais les mêmes aussi, du coup, aujourd'hui, protections pour le locataire en bail meublé, qui a une durée raccourcie d'1 an, mais sinon, pour le reste, avec les mêmes obligations et les mêmes droits qu'un locataire en régime nu, donc avec un bail de 3 ans. D'accord. Donc quand on investit dans ce genre de location meublée, il faut Oui. savoir que ça tourne assez vite. Alors parce que si on propose un bail que d'1 an, Absolument. ça peut aller très Ce vite. qui du coup génère aussi un impact sur la rentabilité de l'investissement, parce qu'il faut le savoir, à chaque rotation, il y a des frais. Quand vous passez avec votre gestionnaire, si vous avez délégué votre gestion, vous avez des frais à chaque nouveau locataire et vous devez entretenir votre bien entre deux pour l'avoir en état de propreté qui soit optimal. C'est d'autant plus vrai dans un bien meublé. Donc l'investissement initial est conséquent, parce qu'on doit être sur un bien vraiment sans défaut, avec une qualité de meuble qui doit être irréprochable, et du coup, entre chaque locataire, pouvoir assurer cette remise en état. Donc il faut choisir quelque chose de plutôt fonctionnel. Plutôt fonctionnel, très très bien situé, et donc du coup, on est sur un prix d'acquisition qui forcément va être assez élevé, et on va être sur une niche de locataires qui va être restreinte, parce qu'on ne va pas s'adresser à tout le monde. Principalement les familles ou tout à chacun va plutôt chercher un bien nu pour se l'approprier et le personnaliser. Bien sûr. Donc trouver un locataire pour une habitation en meublé, c'est vraiment des cibles très spécifiques de personnes qui vont être en détachement, de stages longs. Du coup, on est sur un marché très restreint. Donc à regarder. Et D'accord. donc, du coup, le fait de se dire oui, je vais avoir une rentabilité améliorée parce que je suis meublé, je peux louer plus cher, oui, mais avec ces freins également qu'il faut mettre dans la balance. D'accord, donc on rejoint un petit peu le sujet qu'on a vu précédemment sur l'investissement de résidence de service. En résidence-service, exactement. En Où là, résidence-service. pour le coup, on est sur un autre modèle, donc avec une résidence qui est exploitée par un exploitant professionnel qui va exploiter l'ensemble de la copropriété. Donc en général, on est sur des résidences d'une centaine d'appartements, et donc il va être le professionnel pour s'occuper du remplissage, pour s'entretenir de l'entretien, des travaux. Et donc on est dans un investissement entre guillemets clés en main, même si j'aime pas trop cette notion-là, parce que je considère que quand on investit en immobilier, on doit être capable de se projeter dans son investissement, quand bien même on a délégué sa gestion à un exploitant professionnel. Néanmoins, on est sur deux nuances différentes. Du coup, c'est une nuance, c'est un produit totalement distinct, mais qui va être traité fiscalement pour l'immeuble en location meublée à destination d'habitation et le produit en résidence-service de la même manière. Et on va le voir que pour les résidences de type Airbnb, avec une option fiscale qui est un petit peu différente. Donc pour ce genre de location meublée, d'investissement, on cherche à ce que ça soit rentable. Absolument. Donc, c'est de quelle manière ? C'est le déclencheur parce que le fait est qu'on peut louer plus cher quand on est sur un produit meublé. Ceci étant, et là je remonte à ce qu'on vient de se dire, on doit aussi se positionner sur des produits plus chers. Donc finalement, la rentabilité finale, elle doit être regardée par rapport à un comparable de même nature, nu au même endroit, pour pouvoir se dire est-ce qu'effectivement ce produit est plus rentable loué meublé ou pas. Et avec cette problématique de la cible restreinte de locataires, je ne suis pas si sûre que ce qui est dit et écrit partout, que ce soit vraiment un produit beaucoup plus rentable, soit vrai. Et en tout cas, il y a aussi des contraintes à prendre en considération sur ce type de bien. Quel traitement fiscal pour les revenus ? Alors là, on va donc du coup dans la nature des catégories, non pas des revenus fonciers, mais du bénéfice industriel et commercial. Tout est lié, donc la nature commerciale de l'activité par les meubles va faire qu'on va déclarer ses revenus dans cette catégorie, mais on va bénéficier d'un avantage qui est le statut de la location meublée non professionnelle, qui permet de canaliser la fiscalité sur les revenus perçus dans la location meublée, je le redis,
quand on est en résidence avec une habitation avec une destination d'habitation ou en résidence-service. Donc là, on a un investissement, une rentabilité figée et la canalisation de la fiscalité sur les revenus qui sont perçus de cet investissement. On a une autre option fiscale, donc, qui est le micro-BIC, avec une évolution cette année, donc avec un élément de seuil, en fait, qui est fait justement pour la généralisation de ce type d'investissement et donc de revenus à percevoir. Redites-nous la micro. Micro-BIC, donc bénéfice industriel et commercial. Donc jusqu'au 1er janvier 2018, le seuil de revenu était de 33 000 euros. Il est passé à 77 000 euros pour pouvoir bénéficier de 50% de défalque en fait, des revenus perçus. Donc, ce qui est intéressant d'un point de vue fiscal et d'un point de vue d'impact sur la fiscalité des revenus perçus qui vont être soumis au barème d'imposition de l'investisseur. Donc en fonction de sa tranche d'imposition, plus sa tranche d'imposition est élevée, plus on va être quand même fiscalisé sur les revenus perçus de cette location. J'ajoute un dernier point. Du coup, pour ce type de location Airbnb, on a une nouvelle obligation qui vient d'apparaître et qui est une obligation d'affiliation au RSI. Alors ce mot fait peur à tout le monde. Parce que les montants peuvent être très importants. Oui. C'est une obligation qui a été mise en œuvre pour ceux qui en font une activité quasi principale. Alors c'est un seuil important parce qu'il faut percevoir plus de 23 000 euros de revenus de cette nature, mais qui du coup vont générer une obligation d'affiliation au RSI. D'accord, c'est pas une tranche en pourcentage. Non, là c'est un montant perçu de revenus. D'accord. Est-ce que vous, la Banque Postale Immobilier Conseil, vous accompagnez votre clientèle pour choisir au mieux ce type d'investissement Alors, immobilier? Très clairement, le dispositif nous plaît beaucoup, de la location meublée non professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de regarder un simple principe de défiscalisation, on va être vraiment dans de la construction de projets patrimonial avec notre client. Et le sujet phare de tout client aujourd'hui patrimonial est la préparation de sa retraite et donc de percevoir des revenus complémentaires à terme. Donc évidemment, une retraite, ça se prépare. Donc on est plutôt dans un objectif moyen-long terme à 10-15 ans. Et dans ce cadre-là, la nature des produits qu'on va proposer en résidence-service va permettre de pouvoir opérer cette préparation de complément de revenus. On est sur un premier engagement de bail à 9 ans et donc avec une rentabilité fixe qui va nous permettre, nous, de faire un montage de crédit qui va être opérant pour le client. Et dans les conditions de taux actuels, le gap entre la rentabilité du produit et le très faible montant d'emprunt, de taux d'emprunt qui va être proposé par la Banque Postale, on a une rentabilité nette. Vous avez bien insisté, le très faible montant, effectivement. Bon, très bien, merci. Juste pour repréciser, parce qu'on n'a pas évoqué, mais par exemple, la loi Pinel, on peut faire de l'investissement loi Pinel et faire de la location meublée, ou ça, c'est totalement interdit? Non, on ne peut pas. Donc, on peut pas cumuler. On ne peut pas cumuler. Donc, le dispositif Pinel, et c'est noté dans la loi, est par nature un immeuble qui doit être destiné à la location nue. D'accord. On pourra opérer post-défiscalisation, donc la période de détention, là un changement du coup de régime fiscal, mais pas dans la première période. Merci pour toutes ces précisions. On se revoit tout à l'heure pour parler du prélèvement à la source. Absolument. Ça a l'air de vous enchanter. Complexe, mais on va y arriver. Oui, mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on sache où est-ce qu'on en est. Exactement. Et où est-ce qu'on va peut-être. Merci infiniment, on se dit à tout à l'heure et nous on se retrouve dans un instant pour une nouvelle interview. À tout de suite.